Des coupures d'électricité prolongées ont provoqué la colère de plusieurs quartiers d'Antananarivo où des manifestations dans les rues ont éclaté hier. L'Assemblée nationale a annoncé l'ouverture d'une enquête parlementaire sur le cas de la Tirama. Lors d'une visite à Tuliara, le président de la refondation a insisté sur l'urgence d'un changement de mentalité, affirmant que les réformes structurelles resteront vaines sans transformation morale. Il a confirmé que les consultations régionales débuteront prochainement. De nombreux quartiers d'Antananarivo ont subi hier soir de longues coupures d'électricité. À Anjaisur, des habitants sont descendus dans la rue pour exprimer colère et lassitude, réclamant des solutions concrètes plutôt que des justifications ou des excuses. Ce mécontentement survient alors que les révélations des députés et du syndicat de la Tirama se multiplient. Selon eux, des contrats opaques conclus avec des fournisseurs, notamment pour l'allocation de groupes électrogènes et l'approvisionnement en carburant, seraient au cœur des difficultés actuelles de la société publique. Ces accords ont été présentés au cours des débats tenus à Timazaz comme l'une des principales causes de l'effondrement de la Tirama. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé l'ouverture d'une enquête parlementaire et a affirmé que les contrats jugés préjudiciables à l'entreprise seraient annulés sans condition. La directrice générale adjointe de la Tirama a pour sa part rappelé qu'elle ne pouvait pas rendre public ces documents sans l'accord de l'ensemble des signataires en raison de la clause de confidentialité qui les encadre. Contrat d'achat d'énergie Il est temps de faire pleinement la lumière sur un secteur aussi vital que l'énergie. Il faut identifier clairement les responsabilités et engager une démarche juridique transparente. Il appartient au pouvoir public de revoir le modèle de gouvernance de la Jirama, d'éliminer ce qui dysfonctionne et de décider de son avenir. Plusieurs observateurs estiment que cette affaire ne doit pas s'arrêter à des déclarations publiques, mais être portée devant la justice. Ils appellent également à l'élaboration d'une stratégie nationale ambitieuse pour garantir une énergie fiable, durable et accessible à la population. Il est temps de faire pleinement la lumière sur un secteur aussi vital que l'énergie. Il faut identifier clairement les responsabilités et engager une démarche juridique transparente. Il appartient au pouvoir public de revoir le modèle de gouvernance de la Jirama, d'éliminer ce qui dysfonctionne et de décider de son avenir. Rappelons que le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures avait annoncé que tout contrat appauvrissant le pays sera résilié. Il a également confirmé la réalisation d'un audit auprès des fournisseurs d'énergie et au sein même de la Tirama. Aux difficultés financières, un déficit estimé à 25 milliards de dollars par mois s'ajoute une autre anomalie. Selon le syndicat, lorsqu'elle paye pour 100 MW d'électricité, la Tirama n'en recevrait parfois que 70 MW. Une perte considérable payée néanmoins au prix fort. Dans le contexte de renouveau annoncé, les citoyens attendent des mesures rapides, une transparence totale et la responsabilisation de tous ceux dont les décisions ont fragilisé l'entreprise publique. Une résolution durable de la crise de la Tirama est plus que jamais au centre des attentes. Mabravat Mang a été placé aujourd'hui au Muga Detention Center à Maurice, selon les informations publiées en début de soirée par Défi Média, un quotidien mauricien. La veille, la Financial Crimes Commission avait sollicité son transfert vers la prison de Beaubassin, mais c'est finalement au centre de détention de Moka qu'il a été conduit. D'après les précisions fournies, le tribunal de Port-Louis doit rendre sa décision quant à lui ce lundi 1er décembre et la suite de la procédure dépendra du verdict attendu. La nécessité d'un changement de mentalité a été l'un des points essentiels soulignés hier par le président de la refondation de la République de Madagascar lors de sa rencontre à Touliage avec des jeunes, des entrepreneurs et des enseignants-chercheurs. Il était accompagné d'un haut conseiller à la refondation, du ministre de la Jeunesse et des Sports, du ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, ainsi que du ministre de la Défense nationale. Lay réforme tenentsika isan'andro. Anatin'izay fa teneniko tamin'ny voalohany teo refondation morale.
La refondation, c'est autre chose. Les réformes que nous évoquons chaque jour en font partie. Il s'agit aussi d'une réforme mentale, d'un changement de mentalité, notamment chez ceux qui ne s'engagent que pour obtenir un poste. Manifestez pour avoir un poste, mais une fois que vous l'aurez, que ferez-vous? Servirez-vous le peuple ou détournerez-vous l'argent public? Le changement moral doit être la priorité. Car peu importe les refontes structurelles, même si nous élaborons une nouvelle constitution, rien ne changera si nous conservons la même mentalité. Face à l'assistance, le président de la refondation a affirmé que des consultations régionales seront bien organisées. Les idées et préoccupations exprimées lors de la rencontre y seront reprises, a-t-il ajouté. Il a précisé que sa venue à Touliage ne s'inscrivait pas encore dans le cadre officiel de ces consultations régionales, mais visait à recueillir en amont les doléances de la population. Il y aura une consultation régionale. Tout ce que vous dites aujourd'hui, vous le redirez lors de ces consultations. Nous sommes venus en avance pour recueillir les plaintes et les réalités que nous ne percevons pas toujours depuis en haut lieu. Nous remercions ceux qui ont pris la parole, car beaucoup d'éléments nous sont nouveaux. Concernant la consultation nationale, celle-ci devrait débuter au niveau des communes, conformément aux souhaits du FFKM, selon ses explications. Il a toutefois reconnu des contraintes de temps et de budget. Malgré cela, l'ouverture officielle est prévue pour le mois de décembre. La visite réalisée hier constitue la première sortie officielle du président de la refondation de la République de Madagascar en dehors d'Antananarivo. Le procès de l'affaire d'empoisonnement à Ambomalaz ne peut pas encore débuter car de nombreuses personnes doivent encore être entendues dans le cadre de l'affaire qui a coûté la vie à plusieurs individus, a déclaré aujourd'hui la ministre de la Justice. Certaines personnes impliquées avaient été délibérément écartées par les précédents dirigeants et n'avaient jamais été auditionnées. Le ministère procède actuellement à leur interrogatoire selon les explications. Aucun des survivants n'a encore été entendu au tribunal, alors qu'ils sont témoins de ce qui s'est passé lors de cet anniversaire. En rencontrant les victimes, nous avons constaté que beaucoup n'avaient pas déposé de plainte et que leur présence à la fête était méconnue, alors qu'ils sont encore vivants et peuvent témoigner. Ce sont surtout les familles des victimes décédées qui avaient porté plainte. Si l'affaire avait été jugée avec seulement les 4 supposés suspects arrêtés, j'ai dit non, continuons l'enquête, écoutons les témoins encore vivants, car ils ont beaucoup à dire. Il reste des zones d'ombre avant et pendant la fête. Plusieurs personnes citées doivent encore être entendues. Les soins reçus à Maurice ont révélé des faits étranges concernant cet empoisonnement. Tout cela montre que le procès ne peut pas encore avoir lieu et qu'une enquête approfondie est nécessaire. Le ministère entend ainsi restaurer la confiance du peuple dans les institutions judiciaires à travers tout le pays, dans le cadre de la refondation, a ajouté la ministre. Par ailleurs, le nombre de tribunaux est en augmentation. Aujourd'hui, une nouvelle salle dédiée aux litiges fonciers au sein du tribunal de première instance d'Anous a été officiellement inaugurée. Cette initiative vise à résoudre les conflits fonciers à Madagascar et à prévenir les problèmes qu'ils pourraient engendrer, selon le ministre en charge des affaires foncières. Anisany miteraka ny tsy filaminana amin'ny tany sy ny fanjakana ny resaka olana ara-tany. Les problèmes fonciers ont souvent provoqué des troubles dans le pays. La création de cette salle dédiée aux conflits fonciers permettra de résoudre partiellement ces problèmes et de renforcer la sécurité. La procédure de perquisition acquisitive avait été suspendue auparavant, car certains en ont abusé. Le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Affaires foncières, avec le ministère de la Justice, a pris le temps d'analyser le décret qui permettra de relancer cette procédure. La ministre de la Justice a rappelé que le régime actuel est vigilant face à ceux qui tentent de déstabiliser la gouvernance de la refondation. Des enquêtes approfondies sont déjà en cours concernant les personnes soupçonnées de vouloir semer le trouble dans le pays.
Alors que Madagascar traverse l'une des crises institutionnelles les plus sensibles de son histoire récente, un contraste s'impose. Les ambassades étrangères occupent le terrain, multiplient réunions, messages et consultations, tandis que la Commission de l'océan Indien, la COI, demeure enfermée dans un silence qui interpelle. Quelles que soient les opinions sur le régime actuel, un élément saute aux yeux, les chancelleries étrangères sont présentes. Leur activité diplomatique est soutenue, visible, assumée. Elles se déplacent, observent, évaluent, communiquent. Leur posture traduit une conviction simple, à savoir une crise ne se gère pas dans le retrait. Un vide diplomatique peut aggraver les tensions. Le terrain prime sur les déclarations. Cette diplomatie de proximité faite de rencontres discrètes et de messages mesurés contraste avec l'attentisme de la COI. L'organisation régionale semble figée, presque paralysée. Fait notable, son secrétaire général est malgache. Beaucoup se demandent pourquoi la COI reste silencieuse. C'est une organisation intergouvernementale dont Madagascar est membre, certes, mais ce n'est pas une raison pour l'immobilisme. Les Comores président le Conseil des ministres, mais le secrétaire général est le véritable exécutif. Il pouvait se déplacer, comme l'ont fait la SADC ou l'Union africaine. Son absence interroge, est-ce parce qu'il est malgache, et proche de l'ancien régime? Cela mérite réflexion. Il pouvait au moins exercer une diplomatie de courtoisie. Nous pouvons également solliciter le président du Conseil des ministres des Comores. Le contraste est réel. La COI, censée offrir une lecture régionale de la situation, se réfugie dans une neutralité prudente qui ressemble parfois à un effacement. L'organisation n'a ni approuvé, ni condamné, ni véritablement clarifié sa position. Elle a répété ses fondamentaux habituels, souveraineté des États, stabilité, gouvernance démocratique, sans aller au-delà. Cette prudence sonne comme un calcul, celui d'éviter de froisser les États membres, la communauté internationale ou les nouvelles autorités malgaches. Mais ne pas se positionner dans une crise régionale est déjà une forme de position. La COI se retrouve prisonnière de ses équilibres internes. Une parole trop ferme risquerait la rupture avec un gouvernement. Une parole trop conciliante risquerait l'isolement diplomatique. Alors elle reste immobile. Et parce que Madagascar préside l'institution, toute déclaration serait immédiatement interprétée comme un soutien tacite ou une mise en cause. La COI a donc choisi de ne rien dire vraiment. Mais ce silence stratégique est-il encore tenable ? À mesure que le régime actuel cherche à asseoir sa légitimité, la COI reste l'un des rares cadres régionaux capables d'apporter une feuille de route, à savoir retour à un processus constitutionnel, transition encadrée, élection. Pourtant, elle se retient de préciser ses attentes. Pendant ce temps, les ambassades étrangères, elles, assument leur présence. Elles occupent un espace que l'organisation régionale a laissé vacant. Le paradoxe est saisissant. Les partenaires internationaux semblent aujourd'hui plus engagés dans l'analyse de la situation malgache que l'organisation qui devrait en être la plus proche. La diplomatie n'est jamais neutre. Une présence active est un message, un silence l'est tout autant. Dans la hiérarchie des engagements, les chancelleries étrangères apparaissent désormais comme les interlocuteurs les plus dynamiques, tandis que la COI garde une distance que beaucoup interprètent comme une absence. Au moment où Madagascar redessine son avenir politique, la région ne peut plus rester en retrait. La crise exige des positions assumées, pas seulement des communiqués prudents.